Vous avez un site web, mais vous avez des problèmes avec vos temps de chargement, ça rame à fond et ça fait fuir vos utilisateurs, en plus d'impacter vos positions dans les moteurs de recherche. Dans cette petite vidéo, je vous explique quels sont les prérequis pour avoir des pages qui chargent rapidement et je vous montre comment on fait pour réaliser un audit des temps de chargement. C'est parti! Bonjour, je suis Charles Anony, webmaster freelance chez GDM Pixel et dans cette petite vidéo, on va parler webperf. On va analyser les temps de chargement d'une page. Donc je vais vous présenter une infographie qui va vous permettre de comprendre comment un navigateur télécharge et affiche une page web. Je vais également vous présenter un outil d'analyse des temps de chargement qui va vous permettre de détecter tous les goulots d'étranglement qui peuvent faire qu'une page charge pas assez vite. Je vais vous présenter deux autres outils d'analyse rapidement qui vont vous permettre d'avoir une vue complémentaire sur ce qu'on va voir sur Pingdom. Et puis je vais aussi vous expliquer ce que vous avez comme levier à votre disposition pour réduire au maximum les temps de chargement. Alors pourquoi on se prend la tête avec les temps de chargement? Pour une raison toute simple. Les temps de chargement, ça conditionne énormément l'expérience utilisateur. Si vos utilisateurs attendent qu'une page charge, ça va pas du tout être bon pour les métriques de votre site. On sait très bien qu'un site qui charge pas assez vite, c'est un site qui perd ses visiteurs. Donc un prérequis à un site internet qui fonctionne bien, c'est d'avoir des temps de chargement au ras des pâquerettes, point barre. Les temps de chargement, c'est aussi important pour le référencement naturel, puisque, grosso modo, plus le robot de Google va pouvoir voir deux pages pendant le laps de temps où il passe sur votre site pour découvrir vos contenus, mieux ce sera. Et donc pour ça, évidemment, il faut un serveur réactif, capable de compiler les pages et de les envoyer le plus rapidement possible. Et donc on attaque tout de suite avec la petite infographie pour vous permettre de comprendre comment charger une page. Donc ici on a un utilisateur qui se connecte au réseau internet parce qu'il a besoin d'un truc. Donc notre utilisateur se rend sur besoindruntruc.com et ce que va faire son navigateur dans un premier temps, c'est qu'il va interroger un serveur qu'on appelle un DNS pour traduire besoindruntruc.com en adresse IP. Donc le DNS va dire au navigateur besoindruntruc.com, ça se passe sur cette machine-là qui a cette adresse IP-là. Donc un serveur web, c'est quoi? C'est un ordinateur qui contient une carte mère, un ou plusieurs processeurs, de la RAM, un disque dur, etc. Et puis dessus, on va installer des logiciels, un système d'exploitation, etc. Et forcément des fichiers, des dossiers. Et notre site, il est quelque part là-dedans. Or, il y a une petite nouveauté depuis quelques années, c'est que la majorité des sites qu'on trouve sur Internet sont en HTTPS, ils sont plus en HTTP. Donc HTTPS, c'est quoi? C'est la version sécurisée du protocole HTTP. Et pour sécuriser une connexion entre un navigateur et un serveur, on doit utiliser ce qu'on appelle un certificat SSL. C'est ce qui fait que vous avez le petit cadenas vert dans la barre d'URL de votre navigateur. Ce certificat SSL, il est émis par une autorité de certification. Donc notre certificat SSL, il est installé sur le serveur. Il y a une contrepartie du certificat qu'on appelle la clé publique qui est installée sur le navigateur. Et donc, quand on va demander au serveur d'établir une connexion à un site en HTTPS, d'abord le serveur et le navigateur doivent procéder à ce qu'on appelle la négociation SSL, c'est-à-dire interroger l'autorité de certification pour voir si le fichier qui va chiffrer la connexion est bien, je mets des guillemets, un vrai certificat SSL reconnu par les navigateurs, etc., etc. Et voilà, une fois que l'autorité de certification répond « c'est bon, c'est un vrai certificat », le serveur va orienter la connexion sur le dossier qu'il contient où il y a notre site. Ici, j'ai pris l'exemple d'un site qui est sur WordPress. Donc WordPress, c'est un système de gestion de contenu. C'est le système de gestion de contenu le plus utilisé sur Internet. Et ce système de gestion de contenu, il va utiliser deux langages qu'on appelle PHP et SQL. Donc PHP, c'est Pre-Hypertext Processor, et SQL c'est Search Query Language, c'est un langage de requête à une base de données. Donc PHP, il faut voir ça comme un espèce de texte à trous qui est capable de travailler sur lui-même, d'effectuer tout un tas d'opérations et qui va boucher ces trous avec le contenu d'une base de données. Et donc,
quand on demande la page d'accueil de besoindruntruc.com au serveur et au CMS, le CMS va compiler la page d'accueil à l'aide de ces deux langages pour créer un document HTML. Donc HTML, c'est le format de document le plus utilisé pour afficher une page sur un navigateur web. Et ce document HTML, il est envoyé à un autre composant du serveur. Donc là, c'est un logiciel qu'on appelle un serveur de page. Et ce serveur de page, il a un seul boulot, c'est de servir les pages ou de servir les contenus. Donc, dans la plupart des cas, on sera soit sur Apache, soit sur Nginx. Donc, c'est deux logiciels différents, Nginx étant un petit peu plus rapide qu'Apache. Donc, notre serveur de page, il va prendre ce document HTML et il va l'envoyer au navigateur de notre utilisateur. Le navigateur de l'utilisateur va analyser le contenu du document HTML pour voir en fait que dedans, il y a plein d'autres fichiers à télécharger. Parce qu'une page web, quand c'est envoyé la première fois à un navigateur, c'est ça, c'est du code source. Le navigateur va regarder ce code source, va voir que dedans, on appelle par exemple des images ou tout un tas d'autres fichiers. Et une fois qu'il a le code source, le navigateur peut télécharger tout le reste, c'est-à-dire tous les éléments qui vont constituer la page. Donc tous ces fichiers sont téléchargés, envoyés au navigateur et affichés sur l'ordinateur de l'utilisateur. Donc ça, c'est le cas le plus simple où tous les fichiers qui vont constituer la page sont sur mon serveur. Parce qu'en fait, dans la plupart des cas aujourd'hui, vous avez aussi des contenus qui sont sur, par exemple, YouTube, c'est des vidéos, ou sur Google Maps, ou vous avez des typos Google. Donc, le navigateur doit repasser par la case DNS pour savoir youtube.com où c'est, Google Font où c'est, négociation SSL, forcément, parce que les connexions elles sont HTTPS. Et là, une fois que tout ça c'est fait, il peut accéder à tous les fichiers dont il a besoin, il les récupère, il constitue la page et la page va s'afficher sur l'ordinateur de l'utilisateur. Donc l'idée de base là-dedans c'est quoi? C'est que le processus d'affichage d'une page sur un navigateur, c'est un processus complexe qui va faire intervenir tout un tas de composants réseau, qui va faire intervenir tout un tas de fichiers, et c'est un truc qui ne se fait pas de façon totalement linéaire, il y a vraiment plusieurs grandes étapes. Donc pour analyser une page web, on peut utiliser plusieurs outils. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup qui s'appelle Pingdom Tools. C'est un outil qui est gratuit, qui est accessible en ligne sur tools.pingdom.com. Donc, je vous ai mis un lien dans la description texte sur gdmpixel.fr. Et avec cet outil, on va pouvoir analyser une page et voir justement où ça coince. Donc, pour ça, dans un premier temps, on va choisir une cible à analyser. Donc, ici, j'ai pris un site de moto en Allemagne. Et pour que le test soit le plus précis possible, il faut que je le lance depuis un data center qui est le plus proche possible du lieu d'hébergement du site. Donc pour savoir où se trouve le serveur qui héberge motomark.de, d'abord je vais aller sur whatsmydns.net, je vais rentrer le nom de domaine motomark.de, je vais choisir d'analyser le champ A de la zone DNS, donc vous laissez le paramétrage par défaut, juste vous mettez votre nom de domaine et ensuite on va cliquer sur Search. Là, j'ai des adresses IP qui vont apparaître et ça me dit que quand je regarde le site depuis Paris, l'adresse IP qui répond, c'est 93.174.189.219. Je vois que c'est le cas pour tout le monde. Donc en gros, il n'y a pas de système de relais. Le site, il est toujours servi depuis la même adresse IP. Donc cette adresse IP, je vais la noter. Je vais aller sur un site qui s'appelle ipinfo.info, mais il y en a plein qui permettent de faire de l'analyse d'adresse IP. Je vais rentrer cette adresse dans le premier champ qui est en haut de la page. Je vais cliquer sur Check. Et donc là, il me dit que l'adresse IP en question, elle est géolocalisée en Suisse. Du coup, je vais choisir un data center qui est proche de la Suisse. Donc ici, je vais prendre Francfort en Allemagne.
et je vais cliquer sur Start Test. Mon test se lance. Donc ici, eh bien, j'ai mes résultats qui s'affichent et on va voir qu'on a pas mal de petits trucs à regarder. Alors, paradoxalement, le premier truc que je vais regarder, c'est pas la note, c'est pas page size, c'est pas le premier tableau, c'est ce que vous avez au niveau des response codes. Alors, les response codes, c'est quoi? Quand je demande un contenu à un serveur, le serveur d'abord va me répondre quelque chose. Il peut me répondre « Tu veux ça? Ok, je l'ai, je te le donne ». Donc là, ça correspond à une réponse de type 200. Ça, c'est bon et c'est ce qu'on veut dans tous les cas. S'il l'a pas, il y a deux cas de figure. C'est ailleurs et il sait où c'est. Et donc là, il va me répondre un en-tête de type 300 quelque chose, 301, 302, etc. Il va me dire ce que tu veux, c'est plus là, c'est à une autre adresse. Donc ça, c'est moins bien, mais c'est pas encore catastrophique. C'est moins bien pourquoi? Parce que il y a une étape supplémentaire. Il va quand même me servir un contenu. Je me prends pas la porte au nez. Mais il y a une étape supplémentaire. C'est plus là, c'est ailleurs. Donc je suis obligé d'aller ailleurs. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Ce qu'on veut pas, c'est du 400 quelque chose. 403, 404. Donc 404, c'est un truc que tout le monde connaît, c'est page non trouvée. Et encore plus mauvais, c'est 500 quelque chose, puisque 500, c'est une erreur. Et alors pourquoi c'est mauvais? Parce que les utilisateurs n'aiment pas se prendre une porte au nez, mais s'il y a bien une entité sur le web qui aime encore moins ça, c'est Googlebot. Donc Googlebot, c'est le robot de Google. Son boulot, c'est de détecter les pages web, donc de parcourir le web pour détecter des contenus. Et cette opération de crawl et d'indexation des contenus, Google, ça leur coûte un bras. La facture en électricité et en ressources informatiques à la fin de l'année, elle est salée. Donc ils essayent de faire des économies. Donc forcément, si votre site sert du 404, du 403, du 410 ou du 500, Googlebot, il va pas aimer. Et Google préfère les sites qui sont sains, qui sont en bonne santé. Et s'il voit que votre site est complètement déglingué, il y a plein de contenus qui sont pas là, le serveur il plante et tout, à un moment il va arrêter de venir. Et un Googlebot qui passe plus sur un site, c'est un site qui meurt dans les résultats de recherche. Donc plus de trafic organique, etc. Donc derrière, voilà, votre site il sert à rien. Donc le premier truc qu'on regarde, c'est bien ça, c'est les response codes pour voir justement qu'est-ce qui se passe côté chargement des contenus. Est-ce que c'est envoyé dans de bonnes conditions? Grosso modo, ce qu'on veut, c'est tout le temps du 200. La seconde chose qu'on va regarder, c'est le temps de chargement. Donc ici, ma page, elle charge en 1 seconde 8, c'est correct. Elle fait 621 kilobits, donc c'est pas lourd. Et pour charger la page, il a fallu 67 éléments, donc des images, des feuilles de style, des JavaScript, etc. Et tout ça, ça m'a donné une note de C, 79%. Franchement, la note, on s'en fout, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que votre page, elle charge le plus rapidement possible. Donc derrière, je peux avoir le détail sur le poids de la page et le nombre de requêtes. Parce que il y a un truc qui impacte fortement les temps de chargement, c'est la façon dont votre serveur va gérer l'envoi de ces fichiers-là. Ça va compter presque autant que le poids de la page. Ce que vous devez retenir, c'est que votre page, elle doit être la plus légère possible. Et pour être construite intégralement dans le navigateur, elle doit nécessiter le moins de fichiers possible. Plus il y aura de fichiers à envoyer, plus ils seront lourds, plus les temps de chargement seront longs. C'est comme ça, c'est mécanique, il n'y a rien à faire. Donc, je peux analyser les envois de ces contenus-là en regardant les 4 petits tableaux que vous avez au milieu de page. Donc, le premier, c'est Content Size by Content Type, c'est la taille des contenus par type de contenu. Ici, ça me dit que 77% du poids de la page, c'est des images, 16% c'est des JavaScript, etc. Alors, le fait d'avoir un poids prédominant sur les images, c'est assez courant. Il ne faut pas que ça vous inquiète. Ça peut vous inquiéter si, je dis une bêtise, vous avez une page qui fait 4 mégas et 99% du poids de la page, c'est des images. Là, il peut y avoir des choses à changer. Pour affiner cette lecture-là, vous pouvez regarder le nombre de requêtes par type de contenu. Et je vois que sur 66 requêtes HTTP qui sont effectuées pour charger la page, 34 de ces requêtes, donc 51%, c'est des images. Ici, bon, ça se tient à peu près. 77% du poids de la page, c'est des images. 50% du nombre de requêtes, c'est des images.
c'est à peu près cohérent. Ce qui serait pas cohérent, c'est d'avoir un poids de la page constitué à 99% d'images et puis au niveau du nombre de requêtes, je sais pas, il y en a 2. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 2 images, elles sont super lourdes et ça va pourrir complètement tout le temps de chargement. Donc ces 2 tableaux-là, eh ben, ils vous permettent rapidement de voir où sont les objets lourds ou où sont les objets en grande quantité. Et derrière, on aura des leviers pour réduire les poids et pour réduire le nombre de requêtes. Du coup, ce que j'ai fait ici, je peux aussi le faire en fonction du domaine. Je peux avoir la taille des contenus par domaine et le nombre de requêtes par domaine. Pourquoi? Parce que, idéalement, il faudrait que tous vos contenus soient chargés depuis votre serveur. Pourquoi? Parce que votre serveur, c'est vous qui le contrôlez. Donc s'il y a des choses à travailler dessus, vous pouvez le faire. Si c'est le serveur des autres, ça va devenir tout de suite un petit peu plus compliqué. Donc ici, je vois que 92% des contenus, ils sont chargés depuis motomarket.de. Donc je me dis, bon, ça c'est bon signe. Et puis au niveau du nombre de requêtes, là par contre, il y a un truc qui est un petit peu plus embêtant, c'est qu'on a des choses qui viennent depuis motomarket.de et puis d'autres depuis www.motomarket.de. Là, la problématique, ça va plus être SEO qu'autre chose. Mais voilà, ce que vous voulez, c'est que ça vienne le plus possible d'un seul endroit. Des fois, vous n'avez pas le choix. Vous avez des contenus qui viennent notamment des serveurs de Google, des serveurs de YouTube. Et c'est à vous de voir derrière si c'est des contenus qui sont totalement nécessaires, si c'est accessoire, et puis si c'est impactant pour vos temps de chargement. Si vous aviez un truc accessoire qui vient, je sais pas moi, de Amazon AWS par exemple, et que ça pourrit complètement le temps de chargement, il faut le dégager. En analysant vos temps de chargement juste avec ces 4 tableaux-là, déjà, vous pouvez avoir une idée de ce que vous allez avoir à faire. Et derrière, on a l'outil d'analyse ultime, c'est la waterfall. Donc la waterfall, ça va me présenter les temps de chargement détaillés pour chaque élément. Alors ici, vous voyez, il y a un système de code couleur avec en rose le temps de résolution DNS, le temps de négociation SSL, le temps de connexion au dossier qui va contenir vos fichiers. Send, c'est quand vous envoyez une requête, là il n'y en a pas, donc on s'en fout. Wait, ça correspond au temps de compilation, et Receive, c'est le temps que prend mon navigateur à recevoir les contenus. Donc sur l'infographie, je vous ai rajouté ces petites couleurs-là. En rose, le temps de résolution IP qui se passe côté DNS. En violet, la négociation SSL. En vert, le temps de réception des fichiers. Et en jaune, le wait qui correspond au temps de compilation PHP SQL. Donc, ce qu'on remarque au niveau de la waterfall, c'est que tant que le tout premier élément HTML est pas envoyé, n'est pas compilé, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce que le navigateur, tout simplement, il attend quoi. Il attend d'avoir la liste des objets qu'il doit télécharger. Et c'est pour ça que c'est super important d'avoir un serveur bien nerveux, bien réactif, parce que si ce temps de chargement, ici, le tout premier, s'il est au ras des pâquerettes, les autres, ils vont pouvoir s'exécuter bien plus en amont, et donc on aura un temps de chargement global qui sera beaucoup plus court. Alors c'est important aussi pour une autre raison, c'est que le robot de Google, quand il vient parcourir votre site, ce qu'il va demander à chaque fois pratiquement, c'est ça, c'est le document HTML. Il veut le code source de la page. C'est ce qui va lui permettre de comprendre de quoi vous parlez, et c'est ce qui va accessoirement lui donner la liste des fichiers CSS et des fichiers JavaScript qu'il va télécharger de temps en temps, mais beaucoup moins souvent, pour s'assurer que vous n'êtes pas en train de tricher. Vous n'avez pas mis du texte en blanc sur fond blanc, vous n'avez pas planqué des liens avec des JavaScript, voilà, vous n'êtes pas en train de faire du cloaking on-site. Majoritairement, quand on fait une analyse de log, ce qu'on voit, c'est que le robot de Google, il demande document HTML, etc., etc. Et puis de temps en temps, un CSS et un JavaScript. Mais ce qui l'intéresse, c'est ça. C'est le tout premier document envoyé par votre serveur. Et c'est pour ça que c'est vachement important d'avoir un serveur de page qui envoie les trucs très rapidement et un serveur qui va compiler vos pages le plus vite possible. Ça va avoir un impact assez fort sur vos positions dans les moteurs de recherche. Alors évidemment, il n'y aura pas que ça, hein. Il y a plein d'autres métriques à prendre en compte. Mais si votre serveur rame,
Vous allez pouvoir positionner votre site, mais ça se fera de façon beaucoup plus laborieuse que si vous avez un serveur super réactif. Et puis au niveau de l'expérience utilisateur, j'en parle même pas, hein. Quand on attend une page web, au bout de 5-6 secondes, c'est bon, on sort. Donc sur cette waterfall, eh ben, on a le détail justement. Connexion au DNS 60 millisecondes, SSL 78 millisecondes, compilation 697 millisecondes. Il y a peut-être un truc à bosser parce qu'un wait à 697 millisecondes, c'est pas bon du tout. Et receive 658 millisecondes. Donc là, c'est pareil, c'est pourri quoi. Et c'est dommage parce que derrière, les autres contenus sont pas si longs que ça à charger. Donc pour que vous ayez un ordre d'idée, donc ça c'est une page de mon site. Mon wait ici, il est à 21 millisecondes et le receive à 1.2 millisecondes. Tout le process pour envoyer le premier document HTML, chez moi ça a pris 136 millisecondes et chez Motomark, on est à 1 seconde et demie. C'est des choses qui se travaillent, mais pour savoir où on doit agir, eh ben, vous devez avoir un outil d'analyse qui va vous permettre de regarder tout ça un petit peu plus en détail. Donc l'analyse avancée de la waterfall, eh ben, c'est pas compliqué, hein. Vous la parcourez visuellement, vous voyez qu'il y a des barres qui sont beaucoup plus grosses que les autres. Donc là, on sait qu'au niveau de la compilation serveur, il y a un gros problème. Au niveau du serveur de page et éventuellement du réseau, il y a peut-être aussi un gros problème. Bon, les autres, je parcours. C'est pas des grosses barres, c'est pas des grosses barres, pas de grosses barres, pas de grosses barres. Ah, là j'ai une barre qui est un petit peu plus grosse que les autres. Et c'est quoi? C'est un contenu qui est envoyé par Amazon. Alors en plus, c'est leur outil de gestion des cookies, donc c'est un truc qui pourrait héberger sur place. Cet objet-là, qui fait 3.2 kilobits, donc en plus qui est tout petit, il a mis 572 millisecondes à être envoyé, c'est n'importe quoi. Là, j'aurais aussi un autre levier pour réduire les temps de chargement de façon assez significative. Donc pour trier ça et puis en faire une analyse plus simple, donc vous pouvez trier par ordre de chargement, mais vous pouvez aussi trier en fonction du time. Dans les receive time, c'est quoi le plus long? Donc là, je vais les mettre par ordre décroissant. Et je vois que le truc qui a été le plus long à envoyer, c'est la page d'accueil. Ensuite, c'est des JavaScript. Je peux aussi le faire au niveau de la compilation wait time. Qu'est-ce qui a pris le plus de temps à compiler? Voilà. Et puis, je peux aussi regarder le response total size pour voir c'est quoi l'objet le plus lourd sur mon site. Donc ici, l'objet le plus lourd, c'est quoi? C'est une bannière. Donc ça peut vous servir à détecter notamment les images qui sont beaucoup trop lourdes. Avec ce petit moteur de tri, eh ben, je peux analyser mes contenus plus facilement. Et puis, j'ai aussi un filtre. Donc si par exemple, je mets CSS, eh ben, il va me lister que les CSS. Évidemment, la première fois que vous utilisez un outil de ce type-là, vous êtes un peu perdu parce qu'il y a des boutons partout, il y a des graphiques partout, mais franchement, en 10 minutes, hein, c'est réglé. Hein. Vous voyez tout de suite où sont les goulots d'étranglement, notamment avec l'analyse via la waterfall. Donc du coup, je peux vous présenter aussi deux autres outils que vous pouvez utiliser. Donc il y a webpagetest.org qui va vous permettre d'afficher à peu près le même type de graphe. Voilà, avec une belle waterfall où vous avez la même chose, hein, le temps de connexion, le DNS, le SSL. Après, vous avez le détail, est-ce que c'est un élément HTML, JavaScript ou quoi. Donc voilà, c'est exactement le même système. Et puis, vous pouvez aussi utiliser Chrome, parce que sur Chrome, vous avez une console de développement comme sur les autres navigateurs. Et dedans, vous avez un onglet Network. Donc, pour l'afficher, vous faites clic droit, inspecter. Et dans la section Network, si je fais CTRL F5, eh ben, je vais voir quoi? Je vais voir une waterfall avec tous les éléments qui sont envoyés. Donc, le document HTML, ensuite des feuilles de style. Et donc là, pareil, je vais regarder où sont les goulots d'étranglement. Ce qui est intéressant avec Chrome, c'est qu'en plus, vous avez le protocole qui est indiqué. Donc, le protocole, c'est quoi? C'est la façon dont les fichiers sont envoyés. Parce que pour faire simple, il y a des protocoles qui sont plus rapides que d'autres. Par exemple, HTTP2, que vous voyez ici, ou Speedy, sont beaucoup plus rapides que HTTP1. Donc, si vous utilisez le bon protocole et que vous n'êtes pas tout le temps en HTTP1, votre page elle va charger beaucoup plus rapidement côté navigateur. Donc, qu'est-ce qu'on aura comme levier pour raccourcir les temps de chargement? Au niveau du DNS, on va pouvoir travailler sur certaines directives qu'on enverra au navigateur pour gagner du temps sur la résolution IP
par anticipation principalement. On va également pouvoir travailler sur la négociation SSL, donc là ça va s'exécuter côté serveur pour que celle-ci soit la plus rapide et la plus sécurisée possible. On va pouvoir travailler sur le téléchargement des fichiers pour qu'ils soient envoyés dans les meilleures conditions possibles. Donc, dans certains cas, on pourra regrouper des fichiers. Dans d'autres cas, on pourra alléger d'autres fichiers. Et on va aussi pouvoir travailler côté navigateur pour que certains fichiers ne soient pas retéléchargés à chaque fois. Parce que, par exemple, si vous avez une feuille de style qui est présente sur toutes les pages du site, une fois qu'elle est téléchargée par le navigateur, on peut lui dire « tu la gardes en mémoire ». Et quand tu verras une deuxième page sur mon site, tu la retélécharges pas. Comme ça, on va gagner du temps. Donc la première page prendra, je dis une bêtise, 800 millisecondes, et puis les pages suivantes prendront plus que 600 millisecondes. Mais là où on va gagner le plus de temps, c'est au niveau de la compilation côté serveur. Donc là, je pense à tous les gens qui sont sur un système de gestion de contenu, WordPress, PrestaShop, Magento, Drupal. Ça, c'est un bouffeur de temps monstrueux et c'est le plus gros levier qu'on aura à notre disposition pour justement réduire au maximum ces temps de chargement. Donc ça me permet aussi de rebondir sur un truc qu'on voit assez souvent sur le web, des gens qui disent WordPress c'est bien mais ça rame. Mon site il est sur WordPress mais ça rame pas du tout, des temps de chargement j'en ai pas. Enfin, j'en ai, mais ils sont tellement brefs que je peux même pas les voir. Et pourtant, mes pages, elles sont lourdes. Elles font toutes en moyenne entre 1 méga et 1 méga et demi. C'est du bon gros contenu avec plein d'images, c'est bien lourd. Mais si vous montez bien votre serveur, votre CMS et que vous avez fait tout ce qu'il faut pour réduire les temps de chargement au maximum, vous avez un site qui a virtuellement aucun temps de chargement. Donc voilà, au niveau de l'expérience utilisateur, c'est top. Tous ces leviers dont on vient de discuter, je les présente dans une formation complète, optimiser ses temps de chargement pour WordPress. Donc bien entendu, ce sera très orienté WordPress, mais il n'y a rien qui vous empêche d'utiliser ces techniques pour améliorer vos temps de chargement sur Drupal, PrestaShop, Magento, n'importe quel type de CMS ou même un site statique. Ce qu'on verra au cours de cette formation, c'est comment installer un serveur optimisé pour la vitesse. On utilisera les derniers composants logiciels qui permettent d'avoir des temps de chargement vraiment top. On verra également comment installer automatiquement un certificat SSL qui sera gratuit et qui se renouvellera automatiquement. Donc vous n'aurez plus jamais à vous embêter avec la question de l'achat ou du renouvellement d'un certificat SSL. Et puis on mettra en place une solution de cache qui s'exécutera côté serveur. Là encore, une solution open source 100% gratuite. Donc vous n'aurez plus jamais à vous acheter une licence pour un plugin de cache ou à la renouveler. Si vous avez des questions sur cette vidéo concernant l'audit des temps de chargement, vous laissez ça dans les commentaires, je vous répondrai le plus rapidement possible et je vous retrouve juste après pour la suite de cette formation sur l'optimisation des temps de chargement. Vous avez aimé cette vidéo et cherchez d'autres ressources pour créer ou référencer votre site? Inscrivez-vous à la chaîne et retrouvez tous nos guides sur gdmpixel.fr.